Bon, je me suis lancé dans la lecture du Capital de Marx, et malgré mes bases marxistes qui sont présentes, qui sont pas trop dégueu normalement, bah j'ai galéré. J'ai galéré parce que en fait c'est un bouquin d'économie, et comment dire, le marxisme que j'avais moi, c'était plus le marxisme philosophique, même si évidemment chez Marx, philosophie et économie se rejoignent, toutes les disciplines se rejoignent pour expliquer le monde, mais bon, toujours est-il que j'étais pas sûr de comprendre tout ce que je lisais, j'avais un peu l'impression de nager. Donc j'ai cherché des vidéos sur YouTube pour m'aider. Certaines m'ont pas du tout aidé, d'autres m'ont pas mal aidé, mais c'était des formats qui étaient longs, des formats universitaires qui duraient 2 heures. Et en fait, je pense que c'est possible de faire plus simple, et je vais essayer de le faire moi. L'idée, c'est de faire un commentaire de texte. Donc je prends vraiment les idées principales, je synthétise quand même, hein, ça reste de la vulgarisation. Et je les commente, je sors un peu les idées principales du texte, j'essaie de les rendre plus accessibles. Là, je m'attaque au premier chapitre, qui introduit les premiers concepts, qui traite de la valeur du sage et la valeur du sage, oui. La valeur d'usage et la valeur d'échange. Pour la pagination que j'affiche, c'est sur l'édition sociale, la dernière des éditions sociales. Voilà, je pense que niveau information, on est bon. La première chose que va faire Marx, c'est commencer à esquisser une première définition de la marchandise qu'il va étoffer plus tard dans le chapitre. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui satisfait, grâce à ses qualités propres, des besoins humains d'une espèce quelconque. La nature de ces besoins, qu'ils surgissent dans l'estomac ou dans l'imagination, ne change rien à l'affaire, pas plus qu'il importe de savoir comment la chose en question satisfait ce besoin humain. Si c'est immédiatement en tant que moyen d'existence, c'est-à-dire comme objet de jouissance, ou par un détour, comme moyen de production. Ce que Marx explique ici, c'est que la marchandise a une fonction particulière. Cette fonction, c'est de combler un besoin. Par exemple, la baguette de pain a pour fonction de combler un besoin alimentaire. La farine a pour fonction de faire du pain. Mais attention, parce que le besoin qu'elle remplit peut tout aussi être un besoin social. Par exemple, un besoin de représentation qui peut être comblé, je sais pas, par un t-shirt de marque. Le t-shirt de marque peut combler un besoin social de représentation qui a été inoculé au préalable par la publicité, par exemple. Le caractère utile d'une chose en fait une valeur d'usage, mais cette utilité n'est pas suspendue dans les airs. Elle est conditionnée par les propriétés de la marchandise en tant que corps, et n'existe pas sans ce corps. C'est donc le corps même de la marchandise, fer, blé, diamant, etc., qui est une valeur d'usage ou un bien. Et ce caractère-là ne dépend pas de la quantité de travail plus ou moins grande que coûte à l'homme l'appropriation de ses propriétés utiles. Et c'est aussi important de comprendre que ce besoin-là qui est comblé par les marchandises, il est relatif aux caractéristiques de la marchandise. Si le pain comble un besoin d'alimentation, c'est parce que le pain se mange. Si le t-shirt comble un besoin de représentation, c'est parce que le t-shirt est beau, le t-shirt... voilà, on a eu de la pub pour, peu importe. Mais le fait est qu'on va pas utiliser du pain pour combler son besoin social des représentations, au même titre qu'on va pas manger un t-shirt parce qu'on a faim. Alors la valeur d'usage c'est bien beau, son seul problème c'est qu'elle ne suffit pas pour définir complètement les marchandises. La preuve, on va prendre notre boulanger qui fait son pain là. Bon ben, si le boulanger il fait son pain dans le cadre de sa boulangerie et qu'il le vend, c'est considéré comme une marchandise. Alors que s'il fait du pain pour lui ou sa famille, ce sera pas considéré comme une marchandise. Alors que pourtant, il fait exactement la même activité, et donc les deux baguettes ont exactement la même valeur d'usage. Donc ouais, il nous manque un concept pour définir complètement les marchandises, et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Les valeurs d'usage constituent le contenu matériel de la richesse, quelle que soit, par ailleurs, sa forme sociale. Dans la forme sociale que nous avons à examiner, elle constitue en même temps les porteurs matériels de la valeur d'échange. La valeur d'échange apparaît d'abord comme le rapport quantitatif, comme la proportion dans laquelle des valeurs d'usage d'une espèce donnée s'échangent contre des valeurs d'usage d'une autre espèce, rapport qui varie constamment selon le lieu et l'époque. Donc pour la valeur d'échange, qu'on va appeler aussi grandeur de la valeur ou juste valeur tout court, pour bien comprendre ce concept-là, il faut se poser la question combien ça vaut. Combien vaut un t-shirt par exemple. Pour exprimer la valeur du t-shirt, on va le mettre en relation avec une autre marchandise, par exemple du pain. Donc on peut dire, j'en sais rien moi, un t-shirt vaut 10 baguettes de pain. Ici donc la valeur du t-shirt, d'un t-shirt, d'une unité de t-shirt, s'exprime dans 10 baguettes de pain. Le truc c'est que quand on établit une relation d'équivalence comme ça, il faut qu'il y ait une chose qui soit qualitativement identique entre les deux marchandises, et on vient de voir à l'instant que leur valeur d'usage, au pain et au t-shirt, elles sont qualitativement différentes. Donc l'idée maintenant, c'est de trouver la propriété commune à ces deux marchandises-là, afin de pouvoir les mettre en relation comme on a fait tout à l'heure. Il faut réduire les valeurs d'échange des marchandises à quelque chose qui leur est commun et dont elles représentent une quantité plus ou moins grande. Ce quelque chose de commun ne peut être une propriété naturelle de ces marchandises, géométrique, physique, chimique ou autre. Leurs propriétés naturelles n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ce sont elles qui les rendent utilisables.
qui en font donc des valeurs d'usage. Mais d'un autre côté, c'est précisément le fait qu'on fasse abstraction de leurs valeurs d'usage qui caractérise manifestement le rapport d'échange des marchandises. En lui, toutes les valeurs d'usage se valent, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles soient présentes en proportion adéquate. Rien de compliqué, il explique que cette propriété commune ne peut pas être une propriété naturelle, parce que les propriétés naturelles sont relatives à la valeur d'usage, et on a vu que les marchandises avaient une valeur d'usage différente. Si l'on fait maintenant abstraction de la valeur d'usage du corps des marchandises, il ne leur reste plus qu'une seule propriété, celle d'être des produits du travail. Mais, même dans ce cas, ce produit du travail s'est déjà transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d'usage, nous faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes qui en font une valeur d'usage. Il cesse d'être table, maison ou fil, ou quelque autre chose utile que ce soit. Tous ces caractères sensibles sont effacés. Il cesse également d'être le produit du travail du menuisier, du maçon, du fileur, bref, d'un quelconque travail productif déterminé. En même temps que les caractères utiles des produits du travail disparaissent, ceux des travaux présents dans ces produits, et par là même les différentes formes concrètes de ces travaux, qui cessent d'être distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent à un égal travail humain, à du travail humain abstrait. Voilà, là on touche à un point vraiment central dans le travail de Marx, donc je vais faire un petit résumé de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Les marchandises, elles ont une valeur d'usage qui est relative à leur utilité concrète. Par exemple, la farine sert, entre autres, à faire du pain. Le pain sert à être consommé. Ces marchandises ont une autre forme de valeur. La grandeur de leur valeur d'échange. Avec ça, il est facile de comparer différentes quantités de marchandises. Par exemple, 1 kg de farine, ça vaut plus qu'1 gramme de farine, c'est logique. Seulement, quand on veut échanger des marchandises, on n'échange jamais 1 kg de farine contre 1 kg de farine. Ça n'a aucun sens. Il faut donc trouver une caractéristique commune à toutes les marchandises et qui n'est pas relative à la valeur d'usage, puisqu'on veut échanger les marchandises, peu importe les valeurs d'usage. Cette caractéristique, nous dit Marx, c'est le temps de travail humain abstrait qu'il y a derrière chaque marchandise. Alors, pourquoi abstrait ? Parce qu'on a besoin de faire abstraction du travail concret qu'il y a derrière chaque marchandise. Par exemple, chaque travail a une pénibilité différente, a besoin d'une expertise différente. Le métier de tisseur n'est pas le même que le métier de boulanger. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir les mettre sur un pied d'égalité qualitatif, pour pouvoir les échanger entre elles. Voilà, on fait disparaître toutes les spécificités des métiers, et on en fait une sorte d'idée abstraite, et dans l'idée, on dit, tous les métiers, c'est les mêmes. Voilà, c'est ce qu'on pose, en fait, idéalement. Une valeur d'usage ou un bien n'a donc une valeur que parce qu'en elle est objectivé ou matérialisé du travail humain abstrait. Comment alors mesurer la grandeur de sa valeur ? Par le quantum de substance continue de valeur qu'elle contient, par le quantum de travail. La quantité de travail elle-même se mesure à sa durée dans le temps, et le temps de travail possède à son tour son étalon, en l'espèce de certaines fractions du temps, l'heure, la journée, etc. C'est donc seulement la quantité de travail socialement nécessaire ou le temps de travail socialement nécessaire à la fabrication d'une valeur d'usage qui détermine la grandeur de sa valeur. Alors, je précise que cette quantité de travail dont parle Marx ici, qui est socialement nécessaire à la production d'une marchandise, elle est évidemment dynamique, et en fait elle dépend de la force productive globale de l'époque et du lieu dans lequel la marchandise est produite. Entre un pull en laine tricoté par mamie et un pull en laine vendu à H&M, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas le même temps de travail derrière. Donc en fait, ce qu'on appelle le développement des forces productives, donc par exemple le fait qu'on passe, du tissage à la main à des usines, ça va diminuer le temps de travail socialement nécessaire dans un produit, et donc plus l'époque avance et moins il y a du temps de travail dans tel produit, et peut-être plus il y en aura dans celui-là, et donc ce temps de travail est toujours sujet à changement, c'est ça que je veux dire.